Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de 22h dont tels sont les titres. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a posé aujourd'hui la première pierre d'une nouvelle cité résidentielle, Sabah Islamic Bank, qui devient Sabah African Bank. La grande marche de Djibouti pour dire non aux violences faites aux femmes, cet après-midi organisée par l'UNFD en collaboration avec l'ADBF. Et en Libye, l'ONU salue l'amélioration des conditions sécuritaires à Tripoli, la capitale de la Libye. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous le haut patronage du chef de l'État, Ismaël Marguerite, s'est déroulée aujourd'hui au PK13 la cérémonie de pose d'une première pierre pour la construction d'une nouvelle cité résidentielle qui comptera 227 villas en duplex et qui réalisera Sabah Bank. Sabah Bank a d'ailleurs changé de nom ou de dénomination pour passer de Sabah Islamic Bank pour devenir Sabah African Bank. Fardos Hussein nous en dit plus. Sous le haut patronage du président de la République Ismaël Marguerite, s'est déroulée aujourd'hui au PK13 la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle cité pré-résidentielle qui comptera 227 villas en duplex et qui réalisera donc cette banque islamique. Sabah Bank a d'ailleurs changé de nom ou de dénomination pour passer de Sabah Islamic Bank pour devenir Sabah African Bank. En présidant cette cérémonie, le chef de l'État n'a pas manqué de saluer à la fois l'initiative de la Sabah Bank de s'intéresser au secteur de l'immobilier pour diversifier ses activités que pour procéder au changement de nom ou d'identité visuelle. La cérémonie de la Sabah African Bank s'est déroulée au PK13 près de la mosquée Salama. La Sabah Bank avait entamé ses activités bancaires à Djibouti en 2006 et a conservé son leadership en tant que structure bancaire facilitant aux Djiboutiens l'octroi de crédits pour la construction de logements et de propriétés privées. Elle a été la première banque islamique à opérer à Djibouti. Cette institution financière a depuis diversifié ses activités pour créer une constellation d'entreprises de premier plan. Elle est devenue une banque influente sur le marché arabe et le marché djiboutien en particulier, ce qui a contribué à soutenir notre processus de développement. Au cours de la dernière décennie, Sabah Bank a révélé donc être un puissant concurrent sur le marché bancaire du pays en mettant à profit ses capacités et ses efforts pour fournir des services et des produits innovants et efficaces tout en adhérant au principe de la charia. Parallèlement au lancement de sa nouvelle marque ou d'identité institutionnelle, Sabah African Bank va donc construire une nouvelle cité résidentielle dénommée justement Sabah et qui comprendra 227 luxueuses villas. Durant cette cérémonie, le président de la République Ismaël Marguerite a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle cité résidentielle. Il a pu admirer la maquette du projet qui comprend dont les 27 villas ainsi qu'une tour commerciale. Cette initiative soutient les efforts du gouvernement représenté par le ministère de l'Habitat et de l'Environnement pour fournir des logements adéquats à de nombreux segments de la société djiboutienne. La cérémonie d'inauguration a réuni en outre le chef de l'État, le Premier ministre, des membres du Parlement, du gouvernement ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, le représentant du président du conseil d'administration, le directeur général de la banque, des diplomates, des représentants d'organisations régionales et internationales. Enfin, un grand nombre d'hommes d'affaires et d'investisseurs étaient également présents. Eh bien, lors de cette cérémonie de pose de la première pierre, le président du conseil d'administration de la banque est revenu sur l'historique de l'institution financière depuis son installation à Djibouti et son expansion. Voici la suite de son discours.
Le représentant du président du conseil d'administration de Saba Africa Bank a de son côté renouvelé sa détermination à aller de l'avant afin de proposer des idées, des méthodes et d'expertise plus innovantes qui aident tous les clients de la banque à réaliser leurs aspirations pour leur avenir. M. Hamid Al-Amr a loué le soutien continu reçu par le chef de l'État, son Excellence Mohamed Guelleh, depuis la création de Saba Bank à Djibouti en 2006, en tant que première banque islamique à Djibouti. Le représentant du président du conseil d'administration de Saba African Bank s'est engagé à déployer tous les efforts nécessaires pour fournir des services bancaires avancés aux clients et à suivre le rythme des efforts du gouvernement dirigé par le chef de l'État pour promouvoir le développement économique et social à Djibouti. Il convient de noter que la nouvelle identité de Saba Africa Bank repose sur les valeurs fondamentales du développement humain et la perspective d'un avenir prometteur de progrès et de prospérité. Ainsi, son stratégie repose sur une ferme conviction dans le partenariat, la culture du leadership et un engagement envers la valeur, afin de permettre aux clients de transformer les opportunités en projets couronnés de succès, garantissant ainsi un investissement optimal des déposants et des actionnaires. Selon le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, le coût total du projet est évalué à quelque 6,5 milliards de nos francs. L'espace réservé pour ce projet va occuper une superficie de 1000 mètres carrés. Suivant donc Ahmed Ousmane, gouverneur de la Banque centrale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la cérémonie de pose de la première pierre d'un grand projet immobilier porté par la Saba Bank et le changement officiel de sa dénomination sociale. Arrivée en 2006 dans notre pays, la désormais Saba African Bank est la première banque à caractère islamique à s'installer à Djibouti suite aux grandes réformes que nous avons engagées pour promouvoir notre secteur financier, ce qui fait d'elle une pionnière dans ce segment d'activité après l'expérience limitée de la Banque Al-Baraka au cours des années 90. L'implantation réussie de la Saba Bank et sa pénétration du marché dans une période charnière de duopole dans le secteur bancaire a véritablement été propice à la diversification des acteurs bancaires et en particulier l'arrivée de nouvelles banques islamiques à Djibouti. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président Guelleh s'est félicité à la fois du changement de nom de la Saba Bank et de son initiative d'investir dans le secteur immobilier. La nouvelle expérience de création d'un complexe résidentiel moderne de la Saba African Bank vient s'ajouter aux efforts frénétiques menés par le gouvernement en matière de logement et de développement urbain. Pour le président Guelleh, cette initiative doit être suivie par d'autres exemples. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans une nouvelle étape qui reflète l'expansion des services bancaires, nous posons actuellement la première pierre du complexe résidentiel Saba, mis en œuvre par la Saba African Bank, l'une des principales banques du pays. Nous ne pouvons que saluer cette initiative unique qui ouvre des perspectives prometteuses pour les investissements du secteur bancaire dans le développement immobilier et le développement urbain. Mesdames et messieurs, la nouvelle expérience de création d'un complexe résidentiel moderne dans laquelle Saba African Bank a décidé de s'engager, ayant fait ses preuves dans le secteur bancaire, vient de s'ajouter aux efforts frénétiques en matière de logement durable et de développement urbain. Une expérience importante à suivre. Mesdames et messieurs, assurer la sécurité sociale et économique est une priorité urgente et cela ne peut être réalisé qu'en offrant des conditions de vie décentes et en assurant un logement convenable. Dans ce contexte, la question du logement est l'une des questions les plus importantes pour le gouvernement depuis son début et nous réaffirmons notre détermination à poursuivre nos efforts inlassables en matière de logement des citoyens. À cette occasion, je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous voulions que 2018 soit l'année des projets d'habitation. En particulier, l'année en cours a été riche en réalisations. En dépit de ces développements remarquables, les besoins liés au logement restent des besoins à grande échelle. Et leur réponse reste un processus qui nécessite une longue souffrance et qui, dans le même temps, nécessite des efforts concertés des autorités et de la société civile.
À cet égard, nous exhortons toutes les institutions du secteur privé à suivre le rythme des efforts inlassables du gouvernement et à participer activement à l'achèvement des projets de logement. Nous appelons les banques opérant dans le pays à suivre l'exemple de Saba Africa Bank et à opter des initiatives similaires. Nous invitons également la banque Saba à poursuivre son parcours prestigieux et à ne pas arrêter sur le projet d'immobilier actuel de 227 villas en duplex. Je voulais saisir cette occasion pour féliciter la banque de Saba d'avoir changé de marque afin de donner une nouvelle image plus actualisée de la banque. Pour terminer, je voudrais retirer notre aspiration à la participation active du secteur privé et rendre hommage au projet résidentiel Saba, inspiré par la conception moderne et contemporaine de l'histoire et du patrimoine de Djibouti. على شاطئ دوران الغربي والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le président Guélé a ensuite accordé une interview aux journalistes présents à cette cérémonie. Voici les réponses du chef de l'État. Ce projet était mis en œuvre à proximité des 540 logements dans lesquels les citoyens s'étaient installés, ainsi que de plus de 200 logements qui seront achevés prochainement, de 840 autres logements. Nous continuerons à mettre en œuvre ce projet en cours de la période à venir. En plus des projets de logement mis en œuvre, la Fondation Droit au logement. Nous avons donné aux banques les instructions nécessaires pour contribuer au projet de logement et à offrir des prêts à des conditions avantageuses à ceux qui souhaitent construire des logements sociaux. Saba Africa Bank est passé depuis sa création en 2006 d'1 milliard à 23 milliards de francs de prêts octroyés à ses fidèles clients pour la réalisation de leurs différents projets, comme l'a souligné le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Il est essentiel que tous les efforts soient conjugués pour répondre aux besoins croissants du secteur du logement à Djibouti. waxa weeyaan de awlawiyadda ugu horeysa ama mudnaanta ugu horeysa ayaa guryaha la siiya. C'était dans le titre. Tout Djibouti s'est mobilisé cet après-midi pour une grande marche pour dire non aux violences faites aux femmes. Cette grande marche qui a rassemblé des membres du gouvernement, aussi bien les membres des citoyens ordinaires, a été initiée par l'UNFD et l'ADPF dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ce grand rassemblement a débuté sur la route de l'aéroport pour converger vers le centre technique ancien stade municipal, soit 2 km de marche. 2 km pour crier haut et fort que le Djiboutien et Djiboutiennes s'opposent avec fermeté aux violences faites aux femmes. De nombreuses personnalités gouvernementales, dont la ministre de la Femme et de la Famille Moumina Hamad, la ministre au Logement Amina Abdi, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, les responsables de l'UNFD, dont la vice-présidente Hasna Hamad Bilil, la secrétaire générale Fatouma Moussa, le directeur exécutif de l'ADPF Abdallah Mahamad ont participé à la marche pour dire non aux violences faites aux femmes. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mahamad, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport étaient parmi la foule qui a manifesté contre les violences faites aux femmes. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier sur l'élimination des violences faites aux femmes, atelier dirigé par l'Union nationale des femmes djiboutiennes et qui a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad, le représentant de l'UE, Adan Koulash, représentant de Danish Refugee Council, le représentant du ministère de la Justice, des représentants parlementaires, ainsi que de nombreux invités.
Pour cette année 2018, l'UNFD, principal porte-fanion de la lutte contre les violences basées sur le genre à Djibouti, choisit comme thème « Mettre fin aux violences basées sur le genre dans le monde du travail ». Pas la violence, qu'on n'accepte pas la violence contre les femmes, contre les filles, contre les enfants, mais c'est là, dans les endroits où il n'y a pas assez de lumière, qu'il faut vraiment essayer de venir. Il faut vraiment parler aux gens, il faut vraiment engager tous les représentants des forces de l'ordre et tous ceux qui vraiment peuvent faire la différence. La vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad Bilil, s'est dite réjouie lors de son intervention de savoir que cette année encore, Djibouti prend part activement à cette campagne. Mesdames et messieurs, sous le leadership de la Première Dame, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Hay, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a toujours été une organisation pionnière dans la défense et la promotion des droits des femmes et des enfants. Depuis toujours, l'UNFD parraine des mouvements associatifs, travaille le terrain avec les leaders, les organisations communautaires et bat le rappel et sensibilise au respect des droits des femmes et des enfants. Plus généralement, le thème retenu cette année dans la campagne de ces jours d'activisme, mettre fin à la violence basée sur le genre dans le monde du travail. Un thème qui met l'accent sur une problématique particulièrement importante, car la violence dans le monde du travail constitue une menace à la dignité, à la sûreté, à la santé et au bien-être de tous et de toutes. Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, a rappelé pour sa part que la situation des femmes à Djibouti a évolué ces dernières années, Djibouti étant signataire de toutes les grandes conventions des droits de l'homme, y compris la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Faites aux femmes sont une réalité quotidienne pour beaucoup de femmes et de filles à travers le monde et ne connaissent pas de frontières. Malgré les tentatives qui consisteraient à endiguer ou à mettre un terme à ces violences dans telle ou telle zone géographique, nous constatons malheureusement que ces violences sévissent aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. La mission qui consiste à lutter contre la violence à l'égard des femmes est certes noble, mais le chemin à parcourir reste lent. Un homme qui, au premier jour de son investiture à la tête de ce pays, jusqu'aujourd'hui, ne cesse de nous soutenir et pousser de l'avant la femme djiboutienne. Il s'agit du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Grâce à sa vision et à son leadership, les femmes djiboutiennes enregistrent des avancées dans tous les domaines. Autre atelier, cette fois relative à la formulation des lois sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, présidé par le président de l'Assemblée nationale. L'atelier a été co-organisé avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La suite dans ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a présidé ce matin un atelier de lancement relatif à la formulation des lois sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Eh bien, cet atelier s'est déroulé dans la salle de la commission de l'Assemblée nationale et porte sur le projet intitulé « Renforcement des capacités des parlementaires pour la formulation de la loi relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Ce projet est financé dans le cadre du programme de coopération technique du fonds dit TCPE, qui est un fonds limite et facilement mobilisable pour permettre de répondre à divers demandes d'assistance spécifique et de courte durée dans tous les domaines techniques relevant du mandat de la FAO. Non seulement il va permettre d'initier le processus de formulation de la loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également parce qu'il va lancer les bases pour instaurer un cadre légal du droit à l'alimentation.
Sans transition sur ce sujet, le ministre de l'Agriculture est intervenu pour annoncer que la lutte contre la faim implique plusieurs départements ministériels. Déjà, des efforts ont été consentis pour améliorer la sécurité alimentaire avec des projets dans notre pays. Mohamed Ahmed Awalez s'est exprimé en ces termes. À l'époque, il y a 15 ans, la sécurité alimentaire était presque du domaine du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et des Ressources halieutiques. Maintenant, ce n'est plus du ressort uniquement du ministère du secteur primaire. Ça concerne au moins 10 ministères, 10. Et nous avons déjà travaillé ensemble dans le cadre de l'ODD. 10 ministères ont travaillé. J'ai pour vous dire que même l'habitat, avoir un toit, c'est la sécurité alimentaire, c'est la faim zéro. Et c'est ça qui a été instauré. Nous avons travaillé d'une manière transversale et nous avons produit un document. Mettons-nous d'accord sur quelque chose. Il ne faut pas confondre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Aucun pays dans le monde, Monsieur le Président de l'Assemblée, aucun pays ne peut prétendre avoir résolu d'une manière nationale la sécurité alimentaire. Quant au président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammad, il a rappelé le rôle des parlementaires dans le processus de l'éradication de la faim et de la malnutrition. Ce travail requiert, selon lui, une volonté politique et cette volonté, notre gouvernement le démontre. Ce projet est destiné d'abord à renforcer les plaidoyers et les dialogues au niveau national et international pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour les populations. Par la même occasion, il s'agit de créer et promouvoir un cadre juridique, institutionnel et politique propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de Djibouti. Au cours de cet atelier, nous pourrons développer une compréhension commune du projet, des modalités de sa mise en œuvre et du calendrier des activités. Par ailleurs, nous aurons une vue d'ensemble sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le rôle que peuvent jouer les parlementaires. Nos réflexions mèneront à la mise en place d'un réseau parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et une plateforme inclusive et intégrée pour discuter des questions essentielles liées au droit à l'alimentation. Tout cela nous conduira à unifier nos positions et d'élaborer une stratégie commune pour la mise en place d'une loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En bref et en image avec cette visite de courtoisie d'une délégation de haut niveau japonaise auprès du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon. Au cours d'une réunion, les deux parties ont discuté des aspects de la coopération entre Djibouti et le Japon, en particulier les aspects de la coopération militaire entre les deux institutions. Le ministre Ali Hassan Badon a souhaité donc la bienvenue à cette délégation japonaise. Il a félicité l'excellente relation entre le pays du Soleil Levant et la République de Djibouti. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. Je vous le disais en titre, en Libye, l'ONU a salué l'amélioration des conditions sécuritaires qui concernent la capitale Tripoli. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré que la sécurité dans la capitale libyenne s'était améliorée depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu en septembre. En outre, Tripoli a été témoin d'affrontements violents entre les forces alliées au gouvernement et des groupes armés de Tarhouna qui ont duré des semaines et fait de nombreux morts et blessés civils. Une conférence nationale doit se tenir dans les premières semaines de 2019. Le processus électoral devrait commencer au printemps prochain. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU plus tôt ce mois-ci lors d'un briefing au Conseil de sécurité. Concernant le Brexit, les 27 ont approuvé à l'unanimité l'accord de divorce avec le Royaume-Uni. Les dirigeants des pays européens se sont retrouvés ce dimanche à Bruxelles lors d'un sommet spécial pour approuver un accord historique sur le retrait britannique de l'UE qui offrira un avenir meilleur au Royaume-Uni selon sa dirigeante Theresa May. Ce retrait inédit négocié dans la douleur pendant 17 mois entre Londres et Bruxelles devra toutefois encore passer l'épreuve de la ratification du Parlement européen et surtout celle du Parlement britannique avant d'entrer en vigueur le 29 mars 2019.
Merci donc pour avoir suivi cette édition de la soirée. Passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.